Salut Frédéric, m'entends-tu? Salut Pascal, je t'entends à merveille. Ah, super, ok, parfait. Parce que là, j'avais un petit problème avec ma console. Frédéric Bérard, tu es avocat, chroniqueur et tu es certainement quelqu'un qui a beaucoup d'opinions. Et justement, c'est pour ça qu'on fait affaire avec toi le lundi matin dans l'heure CV. T'as l'air en forme, il fait beau de ton côté à Montréal. T'as le soleil Ah, dans un bain de soleil complet. En fait, c'est du chalet directement du fin fond de la Nodière, perdu dans les bois, sur le bord de mon petit lac. Effectivement, j'ai le soleil en plein front. J'ai pas pensé me mettre ni casquette ni Crème solaire. lunettes de soleil. Alors, heureusement, personne ne me voit à part toi. Hey, tu viens de publier un nouveau livre, on va en parler dans quelques minutes, mais il faut vraiment faire un tour à l'international. Je sais que tu surveilles de près tout ce qui est élection américaine et tu surveilles aussi tout ce qui est conflit. Parce que, bon, tu as voyagé beaucoup, tu as été sur des terres, tu as parlé à des gens et tout ce qui se passe à Gaza a aussi attiré ton attention. Mais commençons avec comment dire? La saga de Trump qui continue et ce matin, c'est partout dans les médias. On s'est même demandé si la Trump Tower sera saisie pour payer une caution. Ça a été le gros sujet en fin de semaine. Bon, revenons à la base. Vous savez qu'il y a des déboires judiciaires pour Donald Trump. Maintenant, son fils est là-dedans aussi. Vous savez aussi qu'on est en train d'essayer de continuer de fermer des dossiers parce qu'il y en a plusieurs en justice pour Donald Trump, mais il y en a un en fin de semaine qui a fait énormément jaser. Et toi, ce que tu en retiens, c'est fort probablement l'absurdité du fait qu'il va pouvoir se présenter aux prochaines élections. Mais à part ça, Frédéric Bérard. Juste à part ça, une petite parenthèse qui vaut la peine. Allez voir le Twitter de Joe Biden si vous avez la chance, qui a publié que Trump hier. Écoute, c'est phénoménal, là. Il dit, hier, j'étais au parcours de golf Trump, machin. J'ai participé au Trump Awards et j'ai remporté le prix du meilleur golfeur et du meilleur golfeur senior. Tout ça parmi une liste de super bons golfeurs. Je suis beau, je suis bon, je suis fin. Ah, c'est ça, Et c'est ben, Joe Biden, là. non, mais c'est Trump qui publie ça de lui-même. Il a gagné, il a gagné 2 trophées aux Trump Awards sur son parcours de golf. C'est Et tellement Biden, bon. et C'est Biden l'a retweeté. Hey, bravo, Donald. Tout un accomplissement. sur ta propre terre, ton propre terrain, avec tes propres employés, ta propre On, coupe. on Ah, dirait un enfant de c'est 4 ans dans le cours bon. d'école. Écoute, c'est phénoménal, mais que le président des États-Unis, drôle, l'ancien président des États-Unis, ça, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose comme ça, mais J'avais sinon, complètement manqué ça, là, parce que j'étais beaucoup plus penchée sur le fait que, bon, l'ancien président américain attend deux décisions de justice importantes ce matin. Ça va être déterminant, ça, pour son éventuel retour à la Maison-Blanche, là. ouais, puis écoute, c'est parce que le 450 millions, c'est de l'argent, mais ce qui est encore plus embêtant, je te dirais, pour Trump, c'est qu'il a toujours eu l'image de l'ultra-milliardaire qui a ultra bien réussi, puis il dit, ah, je l'ai, le 500 millions en liquidité, je veux m'en servir pour la course à la présidence, puis c'est pour ça qu'ils veulent me le saisir, pour m'empêcher de m'en servir, blabla. Mais s'il arrivait quoi que ce soit à Trump à ce niveau-là, ça envoie le message très fort. Je pense que ben, finalement, il a peut-être pas si bien réussi que ça, puis peut-être qu'il nous compte des pipeaux depuis un petit bout de temps. Or, la réalité, c'est que là, on sont en train de regarder est-ce qu'on peut saisir les immeubles de Trump Mhm. au-delà des liquidités? Ça devient compliqué parce qu'il y en a plusieurs, de ce que j'ai compris, qui sont hypothéqués jusqu'aux oreilles, auquel cas ils n'ont pas nécessairement de valeur d'un point de vue équité. Puis l'autre affaire, c'est le Trump Tower, c'est bien le fun, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter ça en 5 minutes non plus. Donc, tu as une espèce d'imbroglio qui, à mon avis, et c'est ça qui est assez fantastique, qui est même pas le pire quand tu y penses. Parce que là, on parle simplement d'une condamnation au civil pour avoir gonflé des actifs, hein, pour faire une espèce de fraude fiscale qui est un crime relativement rare, en d'autres termes. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est les autres affaires. C'est l'émeute au Capitole, c'est essayer d'avoir trafiqué le vote en Géorgie, c'est d'être parti avec des documents secrets de la Maison-Blanche. Tout ça faisant appel à des procès criminels qui devraient avoir lieu, et ça, Trump est chanceux, après l'élection de 2024. Je te dirais que son pronostic à cet effet-là, ou plutôt son souhait, c'est de dire, ben justement, si ça a lieu après, parce qu'il fait tout pour les retarder, et je suis élu,
je vais m'autogracier et merci, bonsoir. Auquel cas, la justice américaine en prendrait plein la gueule. Ouais, là, tu parles de cette décision-là. Parlant de retard, ben aujourd'hui, il va revenir là, en audience. Il a été convoqué à New York. On veut fixer justement une nouvelle date. Puis ça, c'est pour le procès pénal dans l'affaire de Stormy Daniels. Là. Bon, rappelez-vous, là, l'actrice pornographique que Donald Trump est soupçonnée d'avoir payé de façon illicite là, en maquillant des comptes de la Trump Organisation, je veux dire en français, pour qu'elle taise cette relation d'adultère-là qui aurait eu lieu par le passé. Puis effectivement, là, quand on parle de repousser tout ça, on veut au moins reporter d'un mois ce procès-là historique par un caractère qui est assez inédit. Puis il y a aussi, Frédéric, puis j'aimerais ça qu'on le mette un petit peu en lumière, cette problématique-là. Se passer vite sur les fraudes et autres, mais la question demeure toujours, est-ce qu'il va se gracier s'il arrive au pouvoir? Est-ce que vraiment on pourrait voir ça en plus du peut-être président américain Donald Trump? J'invite les gens à aller lire les révélations à cet effet-là du Washington Post puis du New York Times, qui sont parmi les médias les plus prestigieux au monde, hein, je pense, d'un point de vue presse écrite, à tout le moins. Et les deux ont révélé les plans, si Trump arrivait au pouvoir, qu'est-ce qui arriverait. L'idée de l'autograciement est très clairement dans les cartons, tout comme l'idée de lancer des accusations criminelles contre Biden, même si non fondées. Moi, ce gars-là, ça fait longtemps que je le dis, là, il a les caractéristiques propres d'un fasciste, essentiellement. Faut arrêter d'avoir peur des mots. Lui-même me dit, ah ben, je suis pas un vrai dictateur, blablabla, mais il a quand même cité Hitler à 6 reprises en décembre et janvier. Je pense pas que ce soit un accident. Et encore là, il y a 3, 4 jours, il est allé dire que Kim Jong-un, le big boss de la Corée du Nord, qui n'est pas nécessairement un modèle, il dit, moi, je l'admire parce que quand il parle, son peuple écoute. Puis j'aimerais bien, moi, que les Américains m'écoutent comme les Coréens du Nord écoutent Kim Jong. Donc, tout ça pour dire que c'est très, très chargé, c'est très, très lourd. Et on sort, Pascal, du cadre de ce qui a toujours été convenu. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, ben voyons donc, en 2016-2020, c'était pas si pire que ça, il n'a pas fait grand-chose de grave. Ceux qui disent des trucs comme Bérard, ben vous êtes des alarmistes, vous exagérez et tout. Moi, pour ça que je vous réfère non pas à ce que je viens de vous dire, mais plutôt au Washington Post, au New York Times, qui ont interviewé des anciens collègues, des anciens staffers, des anciens conseillers de Trump, qui disent le plus grand regret de Trump, c'est de ne pas avoir contrôlé davantage le pouvoir en 2016 et 2020. Il ne fera pas cette erreur Deux deux fois. fois. Par exemple, avec le général des armées, là, il va nommer un de ses chums, il veut avoir le contrôle sur le nucléaire et autres. Donc, bref, tous des trucs très, 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 je te dirais, alarmants, mais aussi basés sur des témoignages qui, je crois, ne peuvent pas vraiment être plus crédibles. Mais l'autre affaire, j'ai vraiment l'impression, tu sais, côté politique aux États-Unis, puis on va terminer là-dessus pour ce sujet-là, mais ils sont vraiment pas gâtés en ce moment. Tu sais, Joe Biden n'est pas non plus la solution pour sauver les États-Unis, vu son état de santé, sa lucidité, bon, qui est peut-être à discuter. Puis il y a beaucoup de démocrates qui disent qu'ils vont même pas aller voter aux prochaines élections parce que pour eux, Joe Biden n'est pas leur candidat, mais ils veulent pas non plus voter pour Donald Trump. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui est dur à comprendre, puis qu'on va pouvoir évaluer à travers les prochaines années. Mais bon, je pense encore que ça découle de ce crash financier-là qu'on a vécu là, il y a plusieurs années aux États-Unis où les gens ont tellement perdu, ont perdu leur maison, ont fait confiance au gouvernement, ont fait confiance aux banques. Puis finalement, il y a eu un certain abus de pouvoir là-dedans. Puis les citoyens, comme nous, de tous les jours, ont tellement perdu que c'est traumatique. Là, c'est encore en eux. Puis pour eux, l'économie reste, bon, le principal. On voit dans tous les contextes géopolitiques, avec les conflits à l'international, la complexité d'avoir un leader qui est fort. Est-ce que pour moi, un leader, c'est Donald Trump? Je l'ai dit assez souvent en ondes pour dire, pour moi, un leader, c'est des gens qui rallient dans le positif et non dans le négatif. Et à partir du Capitole, je veux dire, on est capable de dire que non. Oui, OK, il y a une équipe pour l'entourer côté gestion, côté économique, qui est beaucoup plus forte que peut-être les démocrates. Mais les Américains vont toujours se rallier à ça, je pense, par le traumatisme vécu du gros crash économique là, de 2008. Mais ça fait pitié, puis j'espère vraiment que ce ne sera pas la même chose pour nous au Canada dans quelques années, parce que souvent, on voit des choses qui se ressemblent, ouais, parce qu'on s'assemble entre les deux pays. Mais il y a cette pauvreté politique exceptionnelle aux États-Unis, comme rarement on a vu, là, sinon comme on n'a jamais vu. Là. Oui, ben, écoute, tu as raison, c'est vrai que Joe Biden n'est vraiment pas inspirant, mais puis je suis loin d'être un fan, mais c'est parce que regarde tout ce qui se passe à l'international.
Il y a des trucs qui ont coulé. L'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont très, très, très inquiets de l'arrivée potentielle de Trump parce que Trump a invité la Russie de Poutine à attaquer les pays de l'OTAN qui Mhm. ne paieraient pas leurs 2%. Alors là, ils se disent, l'OTAN sans les États-Unis, est-ce que ça va encore exister? Et là, ils sont en train de penser à un plan de contingence. Et où je vais être d'accord avec toi, puis je pense que tu as raison de le dire, puis moi, je l'ai souvent dit, moi, c'est pas Trump qui me fait peur, c'est le livre de recettes de Trump. Ouais. Si Trump, demain matin, ne se présentait plus, peu importe la raison, il y a une faction ultra importante, voire une majorité d'électeurs et électrices américaines qui seraient prêts à voter pour un Trump numéro 2, un 2.0 ou autre. Et c'est ce sentiment-là de revanche. Tu l'as dit, la crise économique, tu as raison. Il y a aussi les médias sociaux, la pandémie qui n'a pas aidé, pour ne pas dire qui n'a vraiment pas aidé. Donc, on a créé un mouvement de masse qui est très, très, très vindicatif et l'autre affaire, puis tu as raison de le dire aussi, il y a combien de démocrates qui refuseront d'aller voter en disant c'est pas vrai que Biden m'inspire suffisamment et vont laisser de ce fait-là, en quelque sorte, le pouvoir à Trump. Bref, tout ça pour dire que c'est un joyeux bordel, cette affaire-là. J'ai de la difficulté à voir comment ça va se régler positivement, sachant que toute la géopolitique internationale est en cause aussi sur le plan de l'OTAN. Ben oui. Jamais un président américain ou un candidat n'aurait invité la Russie à attaquer l'OTAN. Je dis c'est complètement absurde. Parlant justement du contexte géopolitique à l'international, Gaza fait jaser ce matin. Il y a au moins 3 000 des 45 000 bombes israéliennes qui ont été lancées sur la bande de Gaza. On n'en parle plus depuis plusieurs semaines et pourtant, ça reste très important. Et là, on estime là, avoir relayé au moins des milliers de blessés, là, mais parmi les 45 000 bombes, 3 000, comme je vous ai dit, ont explosé. Puis c'est ça qui est complexe parce que maintenant, il n'y a plus l'aide qu'on avait du côté de la bande de Gaza, il n'y a plus l'aide qu'on avait aussi du côté d'Israël, mais c'est une guerre qui tous les jours continue et on veut un cessez-le-feu. Est-ce que le cessez-le-feu, cette fois-ci, va être bénéfique ou encore une fois, ça va permettre de réarmer les groupes qui s'affrontent? T'sais, c'est tellement des questions difficiles, mais on est en train de littéralement, je vais le dire là, en bon québécois, scraper tout ce qui a existé dans cet endroit-là. Mais au moins 1160 morts en ce moment, essentiellement des civils en plus. Là. Écoute, je pense que sur le plan palestinien, on parle de 32 000 morts, si je ne fais pas erreur, peut-être 10 000 enfants, ni plus ni moins. Moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, évidemment, là, Depuis le comme... début de la guerre, oui. Oui, oui, depuis le début, oui. Euh, Écoute, quoi dire sinon que pour un cessez-le-feu, ça prend l'appui des grandes puissances. Or, la Russie l'a refusé, hein, on l'a vu. L'aide humanitaire ne traverse pas, ne se rend pas du côté palestinien. Et la, la justice internationale a très bien déterminé qu'il s'agissait ici d'un génocide, là. C'est ça la vérité, là. Il y a un génocide du peuple palestinien. Puis là, je sais que plusieurs répondent, oui, mais le 7 octobre. Évidemment, le 7 octobre, on en a parlé ensemble, c'est épouvantable. Ce qu'a fait le Hamas, c'est invraisemblable, c'est dégueulasse, ça n'a juste aucun sens. Et je comprends très bien les Israéliens qui ont vécu le 7 octobre d'être animés par un sentiment de vengeance. Sauf que là, reste encore une fois toute la question du qu'est-ce qui est proportionné, qu'est-ce qui est proportionnel comme attaque. Moi, ce qui me rassure, Pascal, c'est quand je vois des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de Juifs dans les rues de Tel Aviv pour manifester contre le gouvernement de Netanyahou, pour dire, là, ça suffit, ce sont des civils qui passent au cash. Hein, parce qu'il y a toujours l'accusation classique, a été faite encore récemment, où on dit, ben, si vous critiquez Israël, si vous critiquez le gouvernement de Netanyahou, vous êtes antisémite. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans des espèces d'accusations du genre. On peut très bien critiquer un gouvernement sans être antisémite ou sans être quoi que ce soit. Mhm. Or, ici, on est allé attaquer même l'ONU en disant l'ONU est antisémite, l'ONU déteste les Juifs, ce qui est complètement absurde. Donc, on va essayer de pouvoir trouver une espèce de, comment je te dirais, de porte de sortie entre les deux. Parce que là, actuellement, on est en train d'assister à un génocide. Le Canada refuse maintenant d'envoyer des armes en Israël, ce qui était la bonne décision à prendre. Et là, j'espère que le reste de la communauté internationale va se réveiller aussi. Là, ce qui commence tranquillement à être le cas, je pense, c'est de voir ces Juifs-là
dans les rues de Tel Aviv, manifester contre Netanyahou, je pense que c'est la meilleure des façons. Ça en dit beaucoup. Je termine, Frédéric Bérard, avec la parution de ton nouveau livre. Si vous aimez Frédéric pour ses chroniques, si vous êtes toujours en confrontation, sinon avec Frédéric aussi, il va faire réagir encore une fois dans ce livre-là, qui s'appelle On nous tuera doucement. On lit chroniques sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales. C'est maintenant en vente partout chez tout bon libraire. Pardon. Frédéric, c'était quoi ce livre-là? Ben, écoute, moi, j'ai plusieurs défauts, beaucoup de défauts, mais j'ai pas celui d'être menteur. Alors, ça fait en sorte que je dis ce que je pense. Et l'autre défaut que j'ai peut-être, c'est que je dis toujours la même affaire. Je suis pas très innovateur. Et ce livre-là est un peu, comment je te dirais, ben pas un peu, est à 100% la résultante des chroniques qu'on peut faire ensemble, des chroniques ailleurs. Parce que c'est-à-dire qu'à mon avis, les démocraties occidentales sont sous attaque actuellement du fait du populisme et parfois même du fait de l'extrême droite. Tout est en train de sacrer le camp, disons-le franchement, mais ça se fait doucement, hein. Et de là, l'idée du titre du bouquin, il y en a qui disent, ah oui, mais c'est une chanson des Fujis, je connais pas trop les Fujis, c'est un peu hasard, ça vient de ma tête, j'ai rien calqué des Fujis ou autre. L'autre formule qui aurait pu être employée pour le bouquin, c'est la formule de la grenouille qui est dans l'eau chaude. Au Ouais. début, elle trouve ça formidable. Enfin, de l'eau chaude, c'est bien. Puis à un moment donné, ben, assez bouillante, puis elle finit par mourir. Moi, à mon sens, on en est là actuellement. Pas au Québec, évidemment, pas au Canada. C'est quand même, ce sont deux régimes qui vont plutôt bien quand on se compare à l'échelle internationale. Mais il y a une tendance de fond très, très, très forte. Quand tu regardes les pays d'Europe, là, il y en a une partie d'entre eux, quand même pas mal, même en fait 7-8 actuellement, qui ont sombré vers l'extrême droite. Il y a des élections en 2024 qui devraient accentuer cette tendance-là. Et je pense malheureusement que tout ceci va mal se terminer, sans compter toutes les questions reliées au réchauffement climatique. L'ONU nous dit qu'il y aura 220 millions, c'est beaucoup là, ça c'est 6 fois, 6, 7 fois le Canada, 220 millions en fait 6 fois, 220 millions de réfugiés climatiques qui, d'ici 2050, vont être à la recherche d'un refuge. Ouais. Et de voir toutes les politiques anti-immigrationnistes actuellement qui sont en train de se mettre en place, les trucs de déportation et autres, je te dirais qu'on est devant un défi assez majeur, Ah, merci. c'est colossal. Je vous invite à aller vous procurer son livre On nous tuera doucement. Je l'ai reçu par la poste. Merci beaucoup, Frédéric. Je vais m'y plonger, puis on en reparlera assurément. Ça semble bien se lire, là. Il y a quelques pages. Puis si vous aimez justement sa participation, ben, c'est un peu l'extension de ce qu'on fait le lundi matin ensemble. Salut, mon ami. À la semaine prochaine. Bien gentil, merci à tout le monde, à bientôt. Bye bye.